À la une de l'actualité, la manifestation en cours à Ziguinchor des conducteurs de deux roues. Vive réaction aux frais supplémentaires exigés pour l'immatriculation annoncée gratuite de leurs engins. Exploitation du pétrole de Sangomar, la production cumulée de l'année 2024 dépasse largement les prévisions. Les derniers chiffres à suivre dans un instant. Meurtre de la jeune Diary Sow au lendemain du placement du présumé coupable sous mandat de dépôt, et au 8e jour, vous entendrez la réaction d'une membre de la famille. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur la passe d'armes à distance entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre sénégalais sur l'initiative du retrait des troupes françaises des anciennes colonies de la métropole. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Les conducteurs de deux roues de Ziguinchor sont actuellement dans la rue. Ils organisent une manifestation pour protester contre le processus d'immatriculation entamé par l'État. Ces conducteurs soulignent qu'on leur fait payer des frais supplémentaires pour l'immatriculation pourtant annoncée gratuite. Lamine Ba, en direct avec nous de Ziguinchor, bonjour. Bonjour, Soleil. Alors, quels sont les autres détails à ajouter sur la situation ? Alors, il faut d'abord noter que, comme vous l'avez dit, c'est une manifestation spontanée qui a été initiée par plusieurs centaines de jeunes qui ont utilisé leurs deux roues pour faire le tour de la ville afin, disent-ils, d'exprimer leur colère contre cette mesure des autorités qui, disent-ils, en fait, est différente du discours, du vrai discours qui a été développé à l'image de l'immatriculation gratuite. Ils estiment qu'une fois sur place, ils se sont rendus compte que donc d'énormes frais supplémentaires s'ajoutent au processus. C'est pourquoi ils estiment qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir supporter une telle charge. C'est pourquoi ils ont initié une manifestation dans la ville. Donc ils sont allés jusque devant les locaux de la préfecture avant de faire un mouvement d'ensemble vers le rond-point Aline-Sitoé Diatta, où ils ont passé une quinzaine de minutes en klaxonnant donc leur moto pour exprimer leur indignation devant donc cette mesure. Ces conducteurs de deux roues donc connus sous le nom de moto connus sous le nom de Jakarta ont ensuite fait mouvement vers Kandiama parce que la police est arrivée sur les lieux pour pouvoir les disperser. Ils ont ensuite fait mouvement. Entre eux et la police, c'est la course-poursuite depuis le matin. On peut dire que les conducteurs de deux roues ont vraiment perturbé ce matin la ville de Ziguinchor, donc changeant d'un quartier à un autre pour, disent-ils, protester contre le processus d'immatriculation qui, disent-ils, en réalité n'est pas gratuit. Il faut acheter, Suleiman, que cette manifestation intervient dans un contexte où toute la ville de Ziguinchor est quadrillée par des forces de l'ordre parce que actuellement le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Dine, est dans la capitale du Sud pour lancer les plateformes dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. Les manifestations des Jakartamans se poursuivent. On nous annonce qu'actuellement ils sont vers Kandiama pour exprimer leur indignation. Et bien sûr, nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Nous suivons la situation sur place. Merci, Lamine Ba. Sur le même sujet, le président de l'association des livreurs apprécie leur rencontre avec le ministre des Transports. Ces livreurs n'ont pas manqué de souligner les difficultés relatives à cette immatriculation des deux roues. Ils demandent donc la localisation du site pour un accès plus facile. Écoutons Seydina Alioune Fall qui est avec Al-Salimata Aw. Le ministre des Infrastructures terrestres et aériennes nous a reçus dans son ministère avec toute son équipe. Il nous a promis, avec toute son équipe, ensemble, qu'on essaiera de trouver des solutions qui gangrènent dans notre secteur. Parce qu'il y a énormément de problèmes. Pour les mutations gratuites, on nous a signalé que les gosses qui quittent dans les communes ou bien dans les départements ne peuvent pas quitter leur commune ou département pour aller rejoindre les régions pour faire leur mutation gratuite. Parce que de un, ils ont des problèmes de légalisation pour leur acte de vente. Ils ont des problèmes de papier complet. De deux, on nous a signalé que le Colobane, c'est un site qui n'est pas aléatoire. Donc, si nous avons trouvé d'autres sites comme la CICES ou bien comme les stades Amitié, dans ce cas, les gosses pourront aller là-bas et faire leur mutation gratuite. Il nous a promis qu'il va essayer de parler avec son homologue, le ministre de l'Intérieur, pour qu'il donne des autorisations au niveau des commissariats du Sénégal pour que les gosses puissent aller là-bas faire leur légalisation d'actes de vente et aussi avoir des quittances. Aussi, on nous a signalé pour que le délai de 3 mois, ça ne suffisait pas.
pour nous. Parce que le monde de deux roues incarne beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On essaie toujours de trouver des solutions sur ça. Donc on nous a dit d'augmenter le délai de 3 mois au lieu de le délai de 3 mois, de le faire à 6 mois au lieu de 3 mois. Il nous a juré, on peut commencer avec les 3 mois. Avant la fin des 3 mois, Inch'Allah, on pourra avoir d'autres sites et augmenter le délai. C'est ça qu'il nous a promis. Et il va essayer aussi de nous accompagner et de trouver des solutions pour que le monde de deux roues se trouve la paix et avoir beaucoup de sérénité. Parce que nous voulons un secteur assaini, un secteur sécurisé et un secteur de rationalisation. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en maintenant à l'affaire Diary Sow. Une marche pacifique contre les violences faites aux enfants a été interdite par le sous-préfet de Malika. La Fédération des groupements de femmes de Malika, en collaboration avec les organisations de défense des droits des femmes, va introduire une nouvelle demande de marche. Écoutons Fatou Ndiaye, porte-parole de la Fédération, au micro d'Aminata Ba. Je viens donc au nom de toutes les organisations qui se trouvent donc à Malika. Je viens au nom de la Maison de la Femme pour vous annoncer que malheureusement la marche pacifique qui a été prévue sur la voie publique pour protester contre les violences observées ces dernières semaines, en particulier celle exercée sur la petite Diary Sow, était donc annulée. Malheureusement, vu qu'on a déposé la demande, la déclaration de cette marche, on l'a déposée le 4 janvier et donc on n'avait vraiment pas fait attention au week-end. Bon voilà, donc cette demande va être déposée à nouveau ce mardi. Il est temps maintenant qu'on parle de cadre de vie, de la promiscuité et de la délinquance dans les banlieues, surtout à Malika. On a toujours voulu travailler, nous, association, mouvement à la défense des usagers qui sont donc la population, qui subissent nuitamment, souvent, la violence. Et c'est aujourd'hui qu'on a décidé tous de dire il faut que ça s'arrête, stop à la violence. Autre affaire, l'affaire Ndiaga Diouf. La famille du défunt a encaissé le chèque de 25 millions de francs CFA alloué dans le cadre de la décision de justice rendue par le tribunal de Dakar, décision rendue à l'encontre de l'ex-maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Justement, en parlant du maire révoqué, il fait face à la presse cet après-midi. Conférence de presse prévue dans un hôtel de la place. Alors, nous revenons sur un principe de bonne gouvernance qui est l'obligation de transparence. Ceci eu égard au défaut de publication de certaines décisions de l'État. C'est parce qu'il fait quelquefois défaut ce principe de transparence dans certains actes du nouveau régime. Plus de détails avec Mohamed Ali Mouba. Les autorités sont tenues, en vertu du principe de transparence, d'informer les citoyens et citoyennes de leurs objectifs et de leurs activités. L'État ne doit pas être dans l'entre-soi. Mamadou Sow, inspecteur du travail à la retraite. L'état de droit dans lequel peut-être le citoyen il est informé, etc., etc. Ça, plutôt, c'est des pratiques, qui, en fait, n'ont rien à voir vraiment avec, si vous voulez, la coutume républicaine traditionnelle qu'on a connue. C'est-à-dire que peut-être comme ce qu'on a vu, une levée du bouclier de partisans, là, c'est un problème. Ça pose problème. Parce que ça veut dire demain que, effectivement, des sortes de groupes de pression, parce que les partis, etc., je les range dans le cadre de groupes de pression, peuvent effectivement imposer leur volonté à l'État. Et ça aussi, vraiment, du point de vue de l'image de l'État et tout ça, effectivement, ça pose problème. La transparence de l'action publique, depuis l'arrivée de Sonko de Diomaye à la tête de l'État du Sénégal, certains décrets sont apportés sans publicité, des décisions gardées secrètes délibérément. Cela n'entre pas forcément dans le cadre de la bonne gouvernance. Abdou Fouta Diakhoumpa, inspecteur du travail à la retraite. L'obligation de transparence est un devoir pour tout gouvernant moderne. Le citoyen doit être informé autant que faire
se peut de ce qui se passe au sommet de l'État et qui l'intéresse. Faire certaines choses ou ne pas communiquer sur des questions importantes me paraît être contre-productif et va à l'encontre même du principe posé avec pertinence par le président de la République, Djubal, Djubanti. Ousmane Sonko soutient que le gouvernement a fait le choix, par exemple, de ne pas publier l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur la LFI 2025, discutée, vous le savez, en Conseil des ministres et absente du communiqué du Conseil des ministres. Samba Ndiaye a été nommé PCA de SNHLM voilà quelques mois, mais il n'arrive toujours pas à prendre fonction. Dans sa dernière sortie, le Premier ministre soutient que l'affaire a été réglée sans bruit, sans dire clairement si le décret le nommant a été rapporté ou non. Sur cette affaire Samba Ndiaye, vous entendrez dans un instant le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiek Sarré, qui annonce que le décret n'a jamais été publié au journal officiel. Il fustige par ailleurs le comportement de certains militants de PASTEF par rapport à ces nominations. Vous l'entendrez. Mais avant cela, au sujet de la passe d'armes au sein du parti PASTEF, absence de démocratie ou de dialogue, le docteur Malaw Kanté analyse la situation selon l'enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar du Sénégal. Donc, les partis sont incarnés par une personne, ce qui pose le débat de la survie après la perte du pouvoir. Docteur Malaw Kanté avec Fama Dione. Je crois qu'on peut dire que les partis politiques au Sénégal ont toujours eu ce problème donc de démocratie interne. Malheureusement, cela date de très longtemps, depuis le régime de Senghor jusqu'à présent, parce que malheureusement, les partis sont incarnés en général par une personne. C'est vrai qu'on a toujours parlé ici d'idéologie. Donc au Sénégal, on a souvent parlé d'idéologie, de marxisme, de socialisme, de libéralisme. Mais en réalité, on se rend compte que le parti, en quelque sorte, c'est des partis qui sont dirigés par une seule personne, créés par une personne. Et donc, du coup, on voit que la question de la démocratie, en tout cas à l'interne, pose problème. Et d'ailleurs, la plupart de ces partis disparaissent une fois que le leader perd le pouvoir, qui n'est plus là. Donc, on voit que, justement, malheureusement, c'est quelque chose, effectivement, qui continue, qui perdure encore aujourd'hui. Les Sénégalais n'ont pas encore réussi à mettre sur pied, effectivement, des structures politiques solides qui, en général, peuvent vivre au-delà, effectivement, de la personne ou même des personnes, effectivement, voilà, qui les ont créées. Donc, c'est un problème, effectivement, qui est là. La seule solution, maintenant, c'est d'essayer de réunir les individus autour d'idéologie, d'idées solides à ce niveau. Et malheureusement, tel n'est pas encore le cas et qu'on reste toujours dominé par des fortes personnalités. Je vous le disais tout à l'heure sur ces nominations contestées au sein de PASTEF et sur le cas particulier de la nomination de Samba Ndiaye à la présidence du conseil d'administration de la SNHLM. Je vous propose d'entendre la réaction du ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiek Sarré, joint tout à l'heure par El Hadj Ndiogou Diène. Beaucoup de nominations ont été annoncées en Conseil des ministres et ça suit une procédure. Le décret, il est signé, il est notifié aux concernés, notifié également au ministre de tutelle et publié. Actuellement, il faut se limiter à l'explication du Premier ministre qui a dit effectivement que justement pour le cas d'espèce, il y a certainement une procédure à suivre. Annuler, je ne sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout décret qui est signé suit une sorte de procédure, comme je l'ai dit tantôt. Ça passe par des notifications et une publication. Concrètement, est-ce que le décret de nomination de Samba Ndiaye a été publié au journal officiel? Au moment où je vous parle, non. Ce n'est pas encore publié au journal. Rien d'officiel pour le moment, concernant le cas que vous avez souligné. Nous avons un parti quand même particulier. C'est un parti composé de personnes, disons, très indépendantes. Et puisque notre parti également fonctionne de manière démocratique, souvent les gens donnent leur avis, même si par ailleurs, quelquefois, il faut reconnaître qu'ils peuvent aller assez loin, parce que une décision du président de la République, c'est une décision du président de la République. C'est l'institution suprême du pays, je crois, qui mérite un peu plus d'égards. Restons avec le PASTEF, avec l'annonce par le Premier ministre Ousmane Sonko de la construction prochaine du siège du parti au pouvoir. Les avis sont partagés donc sur l'urgence de cette annonce du patron de ce parti.
Juste après 9 mois au pouvoir, le PASTEF veut aussi s'immortaliser comme les précédents régimes et partis au pouvoir. Rupture ou continuité? Réponse dans cet élément ficelé par Koumba Sandiane Faye. PASTEF veut son siège comme les autres partis qui se sont succédés au pouvoir juste après, plus exactement 9 mois. En tout état de cause, cela a choqué certains qui pensent que les projets prioritaires du parti PASTEF devraient être orientés ailleurs. Bachir Fofana est journaliste observateur. Est-ce construire un siège pour un parti politique ou développer le Sénégal? Les Sénégalais attendent d'avoir des éléments ou des réalisations concrètes et au bout de 9 mois, on n'a vu aucune preuve de première pierre, aucune réalisation. Donc on n'est que dans des effets d'annonce. Le journaliste s'interroge sur les sources de financement de ce projet. C'est avec quel argent? Ils nous diront certainement que c'est l'argent des militants de PASTEF. PASTEF et l'argent, ça a toujours été une grosse nébuleuse. On a toujours annoncé des sommes pour des choses que sans pour autant nous faire un bilan par la suite. On a annoncé ici une collecte de fonds pour la campagne électorale passée. Et toutes les élections sur lesquelles ce parti qui se veut transparent dans sa démarche n'a jamais fait de bilan à la fin pour nous dire comment l'argent a été collecté par qui et comment il a été dépensé. Un autre journaliste, Omar Seck Ndiaye. D'abord, il dissocie le patron de PASTEF du Premier ministre. Pour lui, c'est tout à fait normal. Tout parti politique aspire à un siège. Ousmane Sonko a un dédoublement fonctionnel. Il est Premier ministre, il est président de PASTEF. Mais quand on parle du siège, je pense qu'il parle en tant que président de PASTEF. Il n'a plus la casquette de Premier ministre. Le parti politique est une association privée. Donc, il appartient à PASTEF d'apprécier la pertinence ou non, de construire son siège. Et pour répondre à certains sur l'origine de l'argent, Omar Seck Ndiaye rappelle la capacité de mobilisation de fonds du parti au pouvoir. L'histoire nous a montré à quel point le PASTEF a la capacité de mobiliser des fonds pour mener ses activités. Dans ce contexte de crise économique, comme le fait croire le pouvoir, est-il urgent alors d'annoncer si prématurément, comme certains le soutiennent, la construction de ce siège à l'heure de la rupture, en suivant le régime APR qui n'avait fait l'annonce de la construction de son siège qu'après 6 ans au pouvoir, sans parler du PDS qui a pensé océan après 9 ans de règne. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Hausse de certaines denrées de première nécessité, notamment l'huile et le sucre. Le député Abdou Mbow introduit une question écrite pour avoir des éclaircissements sur ces hausses alléguées. Abdou Mbow demande au gouvernement, à travers le ministre de l'Industrie et du Commerce, d'indiquer les stratégies qu'il compte utiliser pour soulager les populations. À ce sujet, à Kaolack, face à la flambée des prix du sucre et de l'huile sur le marché, l'ASCOSEN, section régionale, invite les consommateurs à signaler les abus. Son président, El Hadj Abdou Badio, parle de la création d'un Conseil national de la consommation et insiste sur la nécessité de respecter les lois et règlements en vigueur. Abdou Badio, président de la section régionale de l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN, au micro de Fatou Mbow. Kaolack n'est pas resté en reste. On a vu ces jours-ci l'augmentation sur l'huile et le sucre. Et tous les consommateurs, même certains commerçants, m'ont appelé pour me dire que ces deux produits qui sont sur le marché ont augmenté. Automatiquement, j'ai saisi le chef régional du commerce qui m'a confirmé cette augmentation. Ce qui est anormal. Je pense que dans un pays normal, il y a des lois et des règlements qu'il faut respecter. À mon connaissance, jusqu'à présent, je n'ai pas vu, ou bien il n'y a pas de Conseil national de la consommation, ni Conseil régional de la consommation. Et pourquoi les commerçants se lèvent un bon jour pour augmenter ces denrées de première nécessité. Ce que je déplore. Je lance un appel à tous les consommateurs et à toutes les consommateurs de veiller d'être leurs policiers, d'être leurs propres gendarmes. Dès qu'ils ont vu un commerçant ou un détaillant vendre des prix qui n'est pas ce qui est appliqué par la loi, par le Conseil régional de la consommation, et non qu'à saisir le service régional de commerce ou ASCOSEN, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont qu'à dénoncer ces commerçants véreux qui sont sur le marché de faire du n'importe quoi ou bien de vendre du n'importe quoi sur le dos des consommateurs. Réunion du Conseil national de la consommation et non création du Conseil national de la consommation, comme on l'a dit dans le lancement de cet élément, puisque ce conseil existe déjà. Dernier élément de ce journal, le rapport de production du pétrole de Sangomar pour le mois de décembre 2024. Un peu moins de 3 millions de barils de pétrole ont été produits et 3 cargaisons ont été expédiées
sur le marché international. Famadian. La production totale du site de Sangomar pour le mois de décembre 2024 a atteint 2,96 millions de barils de pétrole brut. Au cours de ce même mois, 3 cargaisons représentant un volume total de 2,94 millions de barils ont été expédiées et commercialisées sur le marché international. Le rapport de la production de Sangomar renseigne qu'en 2024, la production annuelle s'est élevée à environ 16,9 millions de barils de pétrole brut, dépassant ainsi l'objectif initial de 11,7 millions de barils. À la fin du mois de décembre 2024, donc, tous les puits sont mis en service. Selon le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines qui cite le dit rapport, tous les puits sont désormais disponibles pour être raccordés aux lignes de production, conformément au planning de production optimisé de chaque puits. L'objectif est d'assurer une extraction totale de 100 000 barils de pétrole brut par jour. RFM. L'actualité internationale. 12h21. L'actualité internationale à la présentation. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. En Guinée, un mort par balle enregistré à Conakry à la suite d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Ces derniers répondaient à l'appel à la manifestation pacifique lancée par les forces vives de Guinée. Les FVG disent ne plus reconnaître le Comité national du Rassemblement pour le développement. Elles appellent à la mise en place d'une transition civile. Oumou Kalsoumni. Selon le père de la victime, son fils a reçu une balle au niveau du ventre. Omar Sidibé explique dans des propos rapportés par africaguinée.com qu'il a trouvé son corps couché. Il avait 20 ans et il s'appelait Mamoudou Bailo Sidibé. La manifestation avait été interdite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le ministre explique que cette interdiction par le fait qu'aucune déclaration n'a été introduite auprès des autorités locales. Des heurts ont éclaté à quelques endroits de la capitale guinéenne. Au moins 7 ont été arrêtés à Coloma selon les médias locaux. Les forces vives de Guinée ont décidé depuis le 25 décembre de ne plus reconnaître les militaires au pouvoir à partir du 31 décembre 2024, date qui marque la fin de la transition selon l'accord signé entre la CEDEAO et le CNRD. Elles exigent la mise en place d'une transition civile. Parlons maintenant de la guerre au Soudan. Plus de 30 millions de personnes ont besoin d'aide selon l'ONU. Plus de la moitié de ces personnes sont des enfants. L'ONU a également lancé un appel de fonds de plus de 4 milliards de francs CFA. Après 20 mois de guerre, le pays est secoué par une crise humanitaire sans précédent, nous dit Boubacar Dian. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU parle d'une crise humanitaire d'une ampleur ahurissante. En effet, c'est plus de 30 millions de Soudanais dont la moitié des enfants qui ont besoin d'aide, alerte Edem Wossornou du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Il s'agit là de plus de la moitié de la population du pays. La famine qui s'est déclarée il y a 4 mois dans le camp de déplacés de Zamzam au Darfour dans l'ouest du pays touche désormais 5 régions et pourrait s'étendre à 17 régions d'ici le mois d'avril, a-t-elle mis en garde. L'ONU lance un appel de fonds de 4,2 milliards de dollars pour venir en aide au Soudan. Depuis le 15 avril 2023, l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide se livrent une guerre sans précédent. Edem Wossornou appelle les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à utiliser tout leur poids politique pour mettre fin aux hostilités. La France commémore ce mardi les 10 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo. Plusieurs cérémonies à la mémoire des victimes des attentats terroristes de janvier 2015 à Paris et Montrouge sont organisées aujourd'hui. Le président Macron s'est entretenu avec les familles des victimes. Ces attentats avaient fait 17 morts et plusieurs blessés. En France, toujours, on a appris tout à l'heure le décès de Jean-Marie Le Pen. Le fondateur du Front National est décédé à l'âge de 96 ans, a annoncé sa famille à l'agence France Presse. Il a profondément marqué la vie politique française avec de nombreux dérapages, des provocations, mais aussi des percées électorales historiques, Souleymane. Merci Anna Rocha. RFM Sport.
Tout de suite, le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Suleiman. Coupe CAF, le Jaraaf va vers un match capital ce week-end. Capital, c'est dimanche face à l'équipe de l'ASEC Mimosa. Les deux équipes ont le même nombre de points et sont égalité également au niveau des buts marqués et des buts encaissés. D'où l'importance de bien préparer cette rencontre pour remporter les 3 points de la victoire et espérer obtenir la qualification pour le prochain tour. Comment doivent-ils aborder cette rencontre, ces joueurs du Jaraaf de Dakar? Youssouf Badji, journaliste sportif, a répondu à la question ce matin. Le Jaraaf va vers un match important et décisif contre ASEC d'Abidjan le 12 janvier prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Toutes les deux équipes totalisent chacune 5 points moins 1 à l'issue des 4 journées de la poule C de la Coupe de la CAF, donc à égalité parfaite. Donc chacun sait maintenant ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de calcul. L'objectif, c'est de gagner pour être en vie et se relancer carrément dans la course pour la qualification en quart de finale, sachant que ISM Alger est déjà bien parti, totalisant 8 points plus 9. C'est un match à survie et c'est un match qu'il faut impérativement gagner. Et à l'aller, les Ivoiriens avaient battu par 2-0, donc il y a une revanche à prendre en plus de l'obligation de gagner. Comment faut-il aborder ce match? Ça, vraiment, il faut avoir un mental très costaud. Les Ivoiriens partent avec encore une petite faveur pour avoir gagné la manche aller. CHAN 2025, les Lions locaux sont en regroupement. Depuis ce matin, pour préparer cette compétition, en attendant de connaître leur adversaire, l'équipe et le staff technique au travail donc dans les installations de la Fédération sénégalaise de football pour bien préparer ce CHAN sur le Tchad. Au sortir de l'atelier avec la direction technique, le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Sénégal, qui va défendre son titre de CHAN, se réjouit du déroulement des travaux. Souleymane Diallo. C'est une réunion qui est venue à son heure, qui nous a permis effectivement de revenir sur nos préparations, mais surtout de présenter nos plans d'action pour les compétitions à venir. Donc chaque membre du staff vraiment a fait l'exposé de leur travail et je pense que cela permettra probablement aux autres attelages de s'inspirer ou bien d'avoir les mêmes orientations. Ça a permis effectivement aux autres membres du staff de se rencontrer. Mais le plus important également, c'est le partage des plans d'action pour mieux appréhender les compétitions à venir. Pour la reconquête du titre, le Sénégal a démarré son premier regroupement après sa qualification à la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. On a repris l'entraînement pour préparer effectivement le CHAN. On va arrêter le regroupement le jeudi 9 pour mettre les joueurs à la disposition des équipes et Inch'Allah on va reprendre le 13 pour poursuivre notre plan d'action qu'on a partagé hier effectivement lors de ce conclave-là. Les Lions locaux seront édifiés le 15 janvier concernant leur futur adversaire à 17 jours du démarrage du CHAN. Heureusement pour nous, on a proposé un plan d'action depuis très longtemps, ça n'a pas chamboulé notre préparation, au contraire, mais le seul souci c'est l'identification de nos adversaires à temps et pour pouvoir choisir des matchs amicaux en fonction de ces adversaires. Mais l'un dans l'autre, on sait qu'on va en Afrique, il y a des principes généraux pour le football africain. Il faut se baser sur ces principes généraux pour mieux appréhender la compétition à venir. Cette 8e édition du CHAN va réunir 18 équipes composées de joueurs évoluant dans leurs championnats locaux et va se dérouler dans 3 pays, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Voilà Suleiman, c'est tout pour les actus sport. Merci Malal Junior Diagne, 12h29. RFM, la presse du jour. La revue de presse signée Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Nomination de Awa Bokarli, Fadilou Keita continue de contester. Et puis en mai, Fadilou se rebelle et dirige la fronde au sein de la galaxie pastéfienne. Ce malgré la sortie du guide suprême, sorti au relent de mise au point. Non, Fadilou semble n'avoir rien à faire de l'appel à l'apaisement de son leader Ousmane Sonko qui invite, vous le savez, les troupes à baisser les armes. Le DG de la CDC vide son sac Vox Populi
en recueille le contenu. Quoi qu'il puisse se passer, nous dit-il, nous nous devons du respect. Le projet ne peut pas se résumer à la seule personne d'Ousmane Sonko, même s'il en est le porte-étendard. Nous sommes loin d'être dans le suivisme ou des hommes qui acceptent n'importe quoi, quelle qu'en soit la situation, ministre DG ou autre chose. Si c'était pour prendre une référence, eh bien, ma propre mère me suffit amplement comme référence. Fadilou Keïta est le fils de Nafingom Keïta, vous le savez, ancienne de l'IGE. Elle a dirigé l'OFNAC. Suffisant pour que le journal Point Actu écrive que Fadilou refuse la paternité du projet à Ousmane Sonko. Pour le directeur de la CDC, la nomination de Awa Bokarli est grave pour la viabilité du projet. Nos places, dit-il, au sein des PASTEF ne nous ont pas été offertes. Dans le journal Les Échos, la réponse dans Sous-Sambou aux autres membres de PASTEF pour remonter les bretelles au DG de la CDC. Dans un post Facebook consulté par le journal Le Quotidien, on lit ce qui suit. Désolé Fadilou, venir à PASTEF en 2019, dire que ta position ne t'a pas été offerte, eh bien non, louper cette posture que tu occupes t'a été gracieusement offerte et sans mérite. Si la compétence, sur la compétence, eh bien tu fais partie des moins capés. Walfadri en conclut que désormais la crise est perceptible à PASTEF. Le duo fait face au dictat des militants qui se prennent pour des actionnaires du projet dont l'AS nous dit qu'il est mis par ces temps qui courent à rude épreuve. Pour l'analyste politique Ibrahima Bahoum, interrogé par Walfadri, Ousmane Sonko et Diomaye sont trop dans l'émotion. Or que l'on ne s'y méprenne guère quand on est à la tête de l'État. Les émotions sont toujours mauvaises conseillères. On ne gouverne pas avec les affects. Le journal Enquête pense que Sonko et Diomaye se font piéger par les réseaux sociaux. Dans l'affaire Hakikan, les réseaux sociaux ont dicté là aussi leur loi, le jeu politique. Leur loi dans le jeu politique. Jusque-là, secrétaire exécutif de la commission d'évaluation et de coordination des statistiques du Sénégal, Racky Khan a finalement cédé à la pression des pacifiens. Elle a démissionné. Le journal Tribune s'interroge alors sur l'avenir de la démocratie sénégalaise tant vantée. Sonko et Diomaye et le péril de la sortie de piste. À quoi servent désormais les compétences? Il faut forcément être politicien pacifien pour occuper un poste, demande le journal. Dépité, le confrère rappelle que le parti au pouvoir a pourtant promis, lorsqu'il était dans l'opposition, de dépolitiser l'administration. Or, c'est ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est à la tête de l'État du Sénégal en mars dernier. Le départ des troupes françaises d'Afrique, la polémique autour de la décision qui a décidé de couper les ponts en premier. Macron confie que c'est la France qui a décidé de retirer ses troupes. Comme on est très poli, on leur a laissé la primeur de l'annonce, mais il a fallu les pousser à cette séparation, à lâcher Macron. Mais on a oublié de nous dire merci, ce n'est pas grave, dit-il encore. Sonko qui répond, le journal Le Quotidien rapporte ses propos. Aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour. Si les soldats africains ne s'étaient pas déployés pour défendre la France, celle-ci serait peut-être encore allemande. Macron crie à l'ingratitude, Sonko lui rabat le caquet, relève là. Selon le journal Le Quotidien, Macron et Sonko sont à balles réelles. Enquête trouve qu'entre la France et l'Afrique, la séparation est devenue douloureuse, comme généralement toutes les séparations. En première page du journal Le Soleil, la criminalisation du viol, une mesure dissuasive à effet mineur. Avec la recrudescence des cas de viol au Sénégal, le caractère dissuasif du texte de loi adopté en 2020 est à questionner. Le confrère note qu'en 2022, sur 331 victimes de viol recensées, 43% avaient entre 4 et 14 ans, selon l'association des juristes sénégalaises, AJS. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h34, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons revenir sur la passe d'armes à distance et par médias interposés hier entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko sur l'initiative et les circonstances du retrait des troupes françaises des anciennes colonies dans le Sénégal. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec le colonel Mamadou Hatch, expert en situation d'urgence et spécialiste des questions militaires. Bonjour mon colonel. Bonjour Suleiman. Nous sommes également avec Ali Farindiaï, spécialiste en relations internationales. Ali Farindiaï, bonjour. Suleiman.
Alors, on va d'abord regarder les aspects, disons, politiques, diplomatiques, du point de vue des relations internationales de cette controverse, de cette polémique, disons, entre le président français d'une part, le Premier ministre du Sénégal, et j'ajouterai le Tchad qui a également réagi aux propos polémiques du président Macron hier. Donc sur la forme, Ali Farindiaï, quel est l'enjeu, quelle est l'importance et quelle est la lecture diplomatique qu'on peut faire de l'incident, il faut l'appeler ainsi, qui s'est produit hier entre le président Macron et le Premier ministre Ousmane Sonko? En fait, ce qu'il faut comprendre à travers ce passe d'armes ou bien cette polémique entre guillemets entre les propos de Macron et la précision du Premier ministre Ousmane Sonko, c'est que tout simplement, on est dans une situation où la France sait que les nouvelles autorités sénégalaises sont dans une volonté réelle de se faire appropriation de la souveraineté du Sénégal et dans tous ses plans. Et par rapport à cela, le Premier ministre, après la visite du président Diomaye et du discours, a compris que le processus qui peut mener et qui va parachever le processus d'autonomisation du Sénégal passe par le départ des 350 militaires français qui sont là depuis août 2011 au nom du motif du traité du 1er août 2011 et qui s'appelle Pôle opérationnel de coopération à vocation régionale. Alors, la France sait qu'aujourd'hui, son discours en Afrique n'est fort que de la force de sa capacité militaire. Et que sans cette force militaire, la France serait peut-être une puissance à la taille du Portugal. Et que donc cette volonté expansionniste française est en train de se matérialiser en Afrique jusqu'à récemment. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les positions du Premier ministre Ousmane Sonko, qui du reste il faut féliciter et soutenir parce que, comme vous le savez, en politique étrangère, quand dans ces genres de situations, il faut appeler à ce qu'on appelle le rally round the flag, le rassemblement autour du drapeau, qui n'est rien d'autre qu'un soutien unitaire de toutes les sensibilités du pays derrière les nouvelles autorités parce que c'est une affaire de souveraineté du Sénégal vis-à-vis d'un autre pays. Et c'est en cela que ce rassemblement autour du discours des nouvelles autorités est à saluer. Et mieux, le processus a été enclenché par le Sénégal. Le Sénégal a décidé, après le discours du président Diomaye du 31 décembre, de déclarer que les bases étrangères vont quitter l'Afrique. Cela a été suivi par la Côte d'Ivoire et aussi par le Tchad. Oui, mais Ali Farindiaï, avant cela, quand même, il y avait des discussions avec les régimes passés. Cette affaire de la présence des forces françaises au Sénégal, en Afrique francophone en général, c'est quand même une vieille histoire qui date déjà, autant que je me rappelle, du régime du président Abdou Diouf. Et sous le président Abdoulaye Wade et sous le président Macky Sall. Ce qu'il faut préciser, c'est que dans le premier schéma qui était présenté, il s'agissait d'une réduction de la taille, de la voilure, pour laisser une centaine d'éléments au Sénégal. Mais là, effectivement, sur le départ définitif et total, il faut préciser effectivement que c'est la volonté qui a été exprimée par les nouvelles autorités. Tout à fait. Et comme vous l'avez dit, l'évolution des forces françaises au Sénégal a obéi jusqu'à présent à une certaine chronologie politique. Les autorités Diouf du temps du Parti socialiste et la proximité qu'ils avaient avec le territoire français font qu'à un certain moment, une partie de nos élites pensaient que la présence française dans leur pays était un instrument de caution militaire et de sécurisation. Et d'ailleurs, on a vu l'exemple en Côte d'Ivoire quand les élections sont passées et comment ils sont intervenus à installer Alassane Ouattara au détriment de Gbagbo. Donc, les autorités du temps du président Abdou Diouf comme du président Senghor, c'était effectivement la continuité de cette coopération-là. Mais on s'est rendu compte que vers la fin du règne vers le régime du président Abdoulaye Wade, le processus de réduction systématique des forces françaises a été enclenché par le président Abdoulaye Wade. Et que les forces étaient à un certain moment se résumer à une mission de supervision des biens français, de protection des intérêts français au Sénégal. Mais on s'est rendu compte qu'avec le retour du président Macky Sall, on a assisté à un retour exacerbé des forces françaises qui ont repris même les bases qu'ils avaient abandonnées au temps d'Abdoulaye Wade et de la présence et qui a été avec comme conséquence la floraison aussi d'investissements français au niveau du règne de Macky Sall. Mais aujourd'hui, avec les discours souverainistes de nos nouvelles autorités, on se rend compte que le processus qui a été mené jusqu'ici doit arriver à son terme. N'est-ce pas? Et que cela a été
enclenchée par les nouvelles autorités qui ont déclaré le principe et tout en respectant maintenant les formes qui veulent que les processus de retrait, comme l'a dit le président Diomaye dans son entretien, soient d'un commun accord avec les autorités concernées. Ben justement, c'est la clause importante ici, d'un commun accord. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Colonel Mamadou Hatch, sur la forme et sur le fond, que gagnent les uns et les autres, que peuvent perdre les uns et les autres, notamment le Sénégal, sur la polémique, sur le débat sur l'initiateur, sur la primeur de l'annonce, etc. C'est la partie un peu formelle, superficielle de la chose. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on gagne dans cette rupture, de cette manière-là? Oui, je crois que... Pour moi, si je regarde l'évolution de ce dossier qui a commencé avec le président Abdoulaye Wade, effectivement, le président français se trompe un peu d'époque, de chronologie. Si on repart au discours de Sarkozy en Afrique du Sud, c'est là où il avait dit si les Africains veulent prendre, les Africains francophones, les bases, sont prêts à nous retirer. Et le président Abdoulaye Wade a saisi ça. D'accord, là, c'est l'initiative de Sarkozy qui avait fait, peut-être, je dis, une maladresse géostratégique là, et le président Abdoulaye Wade a saisi cette opportunité pour demander le départ des troupes françaises. Donc ça date de cette époque-là, des années 2000, 2010, etc. Donc on a repris plusieurs bases. Bien sûr, effectivement, avec le président Macky Sall, on a vu un retour des Français, non pas dans la reprise des bases qui étaient déjà occupées par les Sénégalais, notamment celles qui se trouvent au niveau de la BCEAO, etc. Donc on avait déjà repris, donc il n'y a pas eu de reprise des bases par les Français. Mais il y a eu, sur le plan des investissements, la France a été très présente au Sénégal. Donc nous sommes restés sur ce paradigme avec des pôles avec les pôles opérationnels maintenant que les Français ont mis en place. Donc je crois que c'est ça. Le président Diomaye veut un départ définitif des troupes françaises. Alors, la France s'accroche un peu à ça parce que si on regarde sur le plan historique, on voit la nécessité des bases françaises en Afrique. Quand on regarde la Deuxième Guerre mondiale, sur le plan géopolitique, la France n'a pas de profondeur stratégique. Donc quand les Allemands sont rentrés en France, c'est en Afrique que la France est venue, notamment à Brazzaville. Donc la France libre s'est installée à Brazzaville. Donc la profondeur stratégique de la France, c'est bien l'Afrique. Parce que la France manque d'un certain nombre de facteurs de puissance, notamment le potentiel militaire. Et Mongeau l'avait réglé en 1910 en demandant la création de la Fosse Noire. Le territoire, la France avait mis en place ce qu'ils appelaient la continuation de la France de l'autre côté des mers, où il y avait l'Algérie et ce qu'on appelle aujourd'hui l'outre-mer. Donc il fallait à la France un espace territorial. La population, Mongeau avait déjà parlé de la baisse de la natalité en France et des difficultés de la France de pouvoir renouveler ses capacités militaires. Et sur le plan maintenant des ressources naturelles, ça c'est vraiment depuis le début de la colonisation. Donc voilà ce que perd la France. La France perd ses facteurs de puissance. Quand à l'ONU, les États-Unis lèvent le bras, la France lève le bras, il y a 52, il y a au moins 8 ou 10 États africains qui lèvent le bras avec la France. Donc ça, elle perd ça. Elle perd son potentiel géopolitique en Afrique. Alors, qu'est-ce que le Sénégal gagne? Mon colonel, oui. Est-ce que cette perte n'est pas compensée par les capacités de projection quand même de l'armée française, des capacités nouvelles ou plus ou moins nouvelles avec les porte-avions et peut-être aussi les moyens de surveillance satellitaire et autres qui rendent relativement superfétatoire la présence physique sur le terrain? Oui, mais ça, c'est une réponse à la demande de souveraineté des Africains. Parce que si on n'avait pas demandé ça, la France n'allait pas repartir à une stratégie de projection comme les Américains. Les Américains sont restés dans la projection. C'est-à-dire qu'en mettant des commandements géographiques. La France a mis des commandements sur le territoire avec des bases. Mais c'est parce que les Africains, notamment le Sénégal, le Mali, etc., ont posé le problème de la présence physique française qu'ils ont changé de stratégie en revenant maintenant vers la projection. Et n'oubliez pas que la projection française, quand même, quand on parle de porte-avions, c'est un seul porte-avions, c'est pas les 7 ou 8 porte-avions que les Américains donnent. Donc il y a pas, les porte-avions ne donnent pas actuellement à la France cette puissance, ce qu'on appelle la projection de puissance, n'est-ce pas? Donc ils sont donc revenus, c'est parce que les Africains ont
posé le problème de la présence des bases, physiques des bases, qui sont revenus à cette stratégie, bien sûr, et même au commandement géographique maintenant. Parce que maintenant, je vois que la France s'oriente, comme les Américains, vers les commandements géographiques. Donc, ce n'est pas eux qui ont choisi ça, c'est en réponse à ce que les Africains posent aujourd'hui sur le plan de la souveraineté. Donc, les Sénégalais gagnent la souveraineté. Alors, je rappelle aussi, que c'est la France qui nous a donné la leçon, parce que n'oubliez pas, entre 1945 et 1960, il y avait des bases françaises, des bases américaines en France. Et De Gaulle a demandé, il y avait une nécessité de sécurité, mais devant l'impératif de la souveraineté, De Gaulle a demandé le départ des bases françaises. Et c'est la même histoire, parce que l'histoire se répète. Nous aussi, aujourd'hui, on demande le départ des bases françaises pour avoir une souveraineté complète. Et ça a commencé par le Mali, après c'est parti au Niger, etc. Aujourd'hui, la France nous reste peut-être Djibouti et une partie donc au Gabon avec les pôles de formation, qui restent les pôles de formation. Djibouti avec 1500 militaires, ça fait donc un peu plus de 2 bataillons. Donc c'est un peu ça qui leur reste. Parlant donc, de souveraineté, le président... des facteurs de puissance de la France. Oui. N'est-ce pas? Parlant de souveraineté, le président Macron d'ailleurs a dit hier que l'essentiel de ces pays ne serait pas souverain aujourd'hui, n'eût été la présence de la France. C'est à quoi le Premier ministre lui a répondu que n'eût été l'intervention des Africains durant la Seconde Guerre mondiale, la France serait allemande aujourd'hui. Nous n'allons pas nous arrêter sur ces pics. Nous allons voir avec vous, Ali Farid Ndiaye, les conséquences peut-être politiques, diplomatiques et internationales de ce divorce un peu contentieux entre la France et certains pays africains, notamment parce que pour la Côte d'Ivoire, par exemple, le président Ouattara l'a dit le 31, il a dit que c'était un retrait immédiat d'ici la fin du mois de janvier, mais il a insisté sur la dimension consensuelle de ce retrait. Mais pour le Sénégal, avec, disons, cette dispute, est-ce que vous entrevoyez des conséquences au plan international avec une capacité alléguée de nuisance de la France sur un certain nombre de domaines, dans un certain nombre de domaines, pardon. Ali Farid Ndiaye. Ali Farid Ndiaye n'est plus en ligne. On va finir ce débat peut-être avec le colonel Mamadou Hatch, expert en situation d'urgence et spécialiste des questions militaires, pour revenir un peu sur la situation sécuritaire dans la sous-région. En l'absence de la France, est-ce qu'il y a un plan B? Est-ce que notre souveraineté va au point que nous pouvons assurer individuellement nos pays et collectivement en tant que communauté régionale notre sécurité face aux fléaux, le terrorisme et autres fléaux de dimension sécuritaire? Colonel Hatch. Alors, apparemment, un problème avec la ligne. Nous aurons l'opportunité de revenir sur ces questions dans la version Wolof de ce débat. Ce sera tout à l'heure à partir de 13h. Pour l'instant, il est 12h48 et c'est la fin de cette édition avec toutes nos excuses. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer, à vous la présenter. Elhadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Awa Mbaye, à la mise en onde Abdoulaye Diop et à la production Alioune Ba, si je ne m'abuse. À 13h, vous avez rendez-vous avec Elhadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes. Au revoir.